considère-t-elle être misogyne? Donc, dans cette intervention et à travers des exemples tirés de son œuvre, j'essaierai de voir comment cette misogynie que je conçois avec distance et que d'ailleurs elle la reprend à maintes reprises dans ses correspondances avec des femmes de lettres, opère un clivage que Yourcenar déploie pour mettre en place un modèle différencié du féminisme qui se pense essentiellement dans un projet de co-construction. Donc, ce que la critique a retenu de son œuvre est une foncière misogynie, expression qui résonne encore ce que Adrien, le personnage principal des Mémoires Adrien, qualifie par le cercle étroit des femmes. Donc, quoique les femmes sont nombreuses dans son œuvre romanesque et jouent parfois un rôle majeur dans son roman, aucune femme ne conduit le fil romanesque d'une manière complète. Cette fonction est assignée plutôt aux figures masculines. Elle confesse à une écrivaine québécoise qui s'appelle Suzanne Paradis, je cite, « Il me semblerait difficile, sans en faire un beau monstre, de présenter dans une œuvre romanesque une femme dont le premier souci serait de se juger et de juger le monde autour de soi avec une entière clairvoyance. » Donc, dans son œuvre romanesque, la présence de la femme se traduit dans l'anecdotique, dans des épisodes étriqués qui révèlent plutôt son incohérence et ses états les plus contradictoires. Donc, je donne quelques exemples de ces récits. Par exemple, dans Le Coup de grâce, Sophie, la protagoniste, incapable de mener à terme une histoire d'amour avec Eric, qui préfère aux femmes les hommes, perd la tête et lui demande de la tuer de ses propres mains. Dans Dénier de rêve, un autre récit, Marcella, la militante antifasciste, naïve et frappée par des illusions politiques, elle adhère à un mouvement anarchiste et tente le suicide pour une cause chimérique, croyant par son sacrifice sauver le monde et contribuer à sa régénération. Désabusée, elle se heurte à la vanité de son ego et décide sa mort sans aucune histoire. Quant à ces deux grands romans, à savoir Les Mémoires d'Adrien publiés en 1951 et L'Œuvre noire en 1968, la femme est occultée, dans le sens qu'elle ne jouera aucun rôle dans l'histoire. Nous retenons seulement le rôle de Plotine dans Les Mémoires d'Adrien, qui restera l'ami fidèle d'Adrien et jouera un rôle dans son choix comme successeur de Trajan, son mari l'empereur. En cela, les femmes dans l'œuvre romanesque de Marguerite Yourcenar vivent le deuil, l'écartement et l'absence. Cette disparition qui relève de l'équivoque, comprise comme une attitude misogyne, intègre une réflexion à propos d'un supposé féminin, retracé par les déterminants que Yourcenar affile au culturel, à l'histoire dans sa grandeur, qu'elle tente articuler à son œuvre. Donc, pour comprendre mieux ce paradoxe, je me réfère à un ensemble d'exemples et d'éléments discursifs issus de ses correspondances et de son œuvre. Donc, dans ses correspondances, Yourcenar explique que Plotine est naturellement placée en retrait comme elle devait l'être à cette époque. Et si la femme est absente de l'œuvre noire comme femme de premier rôle, c'est parce qu'il aurait été impossible qu'une femme jouât un rôle essentiel pour Zénon. On serait sorti des réalités du temps et du lieu. Fin de citation. Donc pour Zénon, qui incarne le modèle de l'homme anticonformiste, qui s'insurge contre la réalité du XVIe siècle et ses préjugés, la présence d'une femme partageant avec lui le fil de l'histoire paraît incohérente avec le chemin qu'il a tracé à la recherche de soi. La femme fugace, elle s'atomise dans le roman. Placée sous le signe de la bonté, de la générosité, d'un amour inconditionnel, elle se réduit à l'ombre. Donc, ce que nous retenons de cette vision de l'auteur, c'est que l'absence est la pierre d'achoppement qui permettrait à l'auteur de transposer la réalité de l'époque dans sa phénoménologie telle qu'elle est stylisée. C'est à partir des agencements de ces bribes d'histoire, d'échos, de silence qu'elle reconstitue un palimpseste de voix, de femmes enfermées dans le terreau de la stéréotypie des préjugés comme femmes différentes de l'homme, différentes dans le sens d'infériorité, incapables de conduire un destin romanesque jusqu'au bout. Donc, Yourcenar est sceptique à la littérature et à son discours. Elle croit à l'idée que l'image de la femme était compromise par l'histoire littéraire et déplore l'histoire dans sa synchronie et sa diachronie d'avoir contribué à la dégradation de l'image de la femme, une dégradation axée principalement sur une dépossession.
D'après l'auteur, l'élément qui manque à la figure de la femme dans l'histoire littéraire, c'est l'envergure. Il ne s'agit pas de grandeur, car l'histoire littéraire, atteste l'auteur, a mis l'accent sur la souveraineté féminine et son pouvoir. Le cas des régentes, des femmes de l'aristocratie qui traversent l'histoire littéraire, entre autres les femmes de lettres comme George Sand et Madame de Staël. Ce qu'elle entend par envergure, c'est la dimension heuristique qu'elle assimile à une étendue, une libération de ce petit monde, comme il l'exprime Adrien, étroit, prétentieux, pauvre, qui ne cultive en la femme que de l'égoïsme, que de l'hystérique et du factice. Et comme anecdote, Yourcenar utilise l'image de la poupée peinturlurée pour tourner en dérision en fait ce recentrement de la femme sur le moi dans sa dimension personnelle. D'ailleurs, elle a toujours refusé d'écrire une autobiographie. Et c'est ce qu'elle reproche d'ailleurs à Colette, bien qu'elle reconsidère son génie et son style. Le fait d'axer sa création sur l'histoire personnelle du moi. À moi qu'elle conçoit, elle, Yourcenar, un moi pécheur, par son excès, par sa démesure, et qui rend la femme de plus en plus coupable, complice de sa réification. Car si l'homme, et là je mets l'accent que l'homme dans la conception de Marguerite Yourcenar prend deux dimensions. Il y a l'homme dans sa dimension sociale définie par rapport à son sexe, et l'homme à qui elle oppose une autre dimension, un autre homme, un homme qui se redéfinit par rapport à son espèce, en tant qu'un homos qui lit et qui pense. Donc l'homme dont il est question, c'est l'homme dans sa dimension sociale. Donc si l'homme, je cite, a choisi faire une image de la femme, elle, c'est-à-dire la femme, a continué à y tenir plus que les hommes eux-mêmes. Par ses pratiques et par sa soumission au conventionnel, aux idéologies, surtout à un mode de féminisme projeté par la société, qui a refusé à la femme un libre regard sur la vie. Son aliénation est une responsabilité qui lui incombe. Elle reproche au commun des femmes, sous-entendu aux petites bourgeoises de l'époque, de se conformer au mode vestimentaire, aux publicités, voire à l'artifice. Pourtant, elle descend d'une famille aristocratique. Elle trouve leur soumission à la mode niaise, qui les enlaidit et les ridiculise. Ce mépris prend ensuite, dans les années 1975, la forme engagée de protestation contre l'exploitation des dépouilles des bêtes pour en faire des fourrures, ce qu'elle désigne par la sanglante coquetterie des femmes. Les mêmes années, le mouvement féministe gagne en ampleur et atteint son point d'orgue. Des mouvements féministes aux États-Unis, là où elles s'installent, tentent de la rallier à leur cause qu'elle découragea sèchement sans refuser pour autant d'entrer dans les débats de son époque. L'essentiel à retenir, c'est que avec la condition féminine, Marguerite Yourcenar n'est pas aux prises. Ce dont elle s'oppose, c'est la conception culturelle du féminin, qui se déploie dans différentes images de marginalisation et de domestication, bien sûr en rapport avec la société en contexte. Plus rudimentaire, l'idéologie participe à leur systématisation. Elle reproche à l'essentialisme en montée à l'époque le fait d'opposer la femme à l'homme et de ghettoiser le féminin dans la communauté, un ghetto qu'elle appréhende comme un chauvinisme parmi d'autres. Elle estime que la promotion de l'égalitarisme, bien qu'elle le soutienne comme un droit humain, est autant nocif, car les femmes, je cite, finissent en fin de compte de s'y identifier et d'acquérir les défauts des hommes. Yourcenar refuse les catégories, la classification des sexes. Elle se méfie des étiquettes et sous la soupape de la réprobation du factice, elle explore le sens du féminin. Dans le lexique de Marguerite Yourcenar, le factice résonne artifice, ce qui manque de simplicité, de sincérité, par conséquent de vérité. Encore retentissant, le factice dont l'aboutissement est le culte de moi, tel qu'il est modélisé, façonné par l'autre, traduit une distorsion. Le désir féminin est le corollaire de cette facticité sur laquelle se repose la théorie de l'auteur. Il s'agit d'une condamnation absolue de l'image culturelle qui restreint le sens du désir féminin. Vilipendé, relativisé, il s'énonce dans sa dimension banale qui relève des fois du vénal.
Toute aventure sexuelle entre un homme et une femme est destinée à l'échec dans son œuvre romanesque. Le cas, je donne quelques exemples de Monique et Alexis dans Alexis ou le traité du 20 combat, d'Edgan et Jeannette dans le 3e volume de sa trilogie Le labyrinthe du monde. Donc cet échec, fort percutant, désigne dans l'optique de la romancière un discours virulent contre la société, où le désir est neutralisé par un système de valeurs qui lui proscrit une identité au féminin et ne lui concède qu'une présence basée sur les fantasmes masculins. Dans cette perspective, la sexualité chez Yourcenar correspond à la conception foucauldienne quelque part qui stipule que la sexualité n'est autre qu'un usage. En d'autres termes, elle est le produit de la société. Sa vision encore trouve écho dans l'image de la mascarade empruntée à une psychanalyste et féministe de l'époque d'origine belge, Luce Irigaray, dans son essai « Ce sexe qui n'est pas un » publié en 1977. Assimilé à un jeu de déguisement et de mystification qui véhicule le discours phallocentrique et donne pouvoir social aux dépens des hommes, comme nous avons vu tout à l'heure, des hommes nantis, qu'ils soient dans leur dimension masculine ou bien féminine. Yourcenar va encore plus loin dans son analyse. Elle constate que l'anomalie est régénératrice d'autres et que si le désir féminin subit une réification, pour ne pas dire castration, faute de sincérité, le désir masculin, quant à lui, connaît une dépravation. Le factice engendre un sentiment de rejet en l'homme. C'est ce que vivaient en fait la plupart de ces personnages masculins. Cette entorse pousse l'homme, en fait, c'est-à-dire dans sa dimension masculine, à chercher le féminin par-delà le corps de la femme. Comme le confesse d'ailleurs son personnage Alexis dans une longue lettre adressée à sa femme, où il avoue son intimité homosexuelle. Et d'ailleurs, plusieurs personnages se donnent en fait à l'homonormativité dans son œuvre, entre autres le grand empereur Adrien. Néanmoins, et c'est très important dans le roman de Marguerite Yourcenar, que c'est la femme, et à travers le regard d'un personnage, Sophie, que cette hétéronormativité est appréhendée comme une déviation, une façon de se dénaturer, pour reprendre ce que disait le personnage. Nous remarquons donc que le discours de la pensée est assigné à la femme, consciente de la dégénération. Surdéterminée par la norme, par les gestes qui ne lui offrent pas une place dans l'histoire, la femme est susceptible de retrouver son chemin. Elle est amenée à être soi, à se perdre dans soi-même. Cette déperdition est en même temps une gageure. Comme elle l'incite à échanger avec autrui, elle est paradoxalement le signe de l'émergence d'une nouvelle identité, une identité fluide qui outrepasse les limites de la norme. Dans cette nouvelle identité, le corps est sublimé. Je parle de corps, c'est-à-dire comme signe de discours social. Le charnel, quant à lui, il est omniprésent dans cette perspective. Le charnel dans le sens de contact avec l'autre. Parce que sans lui, l'appréhension du féminin ne trouvera pas de sens. Donc cette identité, cette nouvelle identité chez Yourcenar réconcilie l'animos, la partie virile de l'esprit, et l'anima, la partie féminine. Et là, les travaux de Marguerite Yourcenar, parce qu'elle n'est pas seulement une écrivaine, elle est essayiste, c'est une penseuse. L'ensemble de ses travaux sont basés sur la pensée analytique. Entre autres, elle fait appel notamment à la psychanalyse de Carl Jung, le disciple de Freud. Donc l'hypothèse de Yourcenar stipule que dans cette quête identitaire, le sens de femme s'opère dans un processus de déterritorialisation, reterritorialisation. La femme, si elle veut se constituer comme sujet pensant, elle est appelée à abandonner son identification sociale et libidinale, à dépasser l'anecdotique et d'entrer en dialogue avec les autres, avec autrui qui préexiste au sujet qu'ils perçoivent. Aussi vaste, l'autre n'est pas personnel, il est plutôt transpersonnel. C'est ainsi que l'auteur entreprend une recherche de ce que Proust appelle ces personnes superposées, qu'elle habite dans l'interhumain comme lieu qui participe à la polyphonie enrichissante de l'univers et se donne la possibilité de se projeter dans la forme archétypale.
L'individuation serait donc animée par la dualité du moi profond, le moi originel, et le moi social, le moi transfuge. Yourcenar soutient que l'identité est un leurre. Dans sa dynamique, elle n'identifie que la fluidité ce qu'elle appelle un moi incertain et flottant. Donc, oui, j'essaie de résumer, de synthétiser ce qui reste. Donc, pour un petit peu aller encore, donc pour résumer, je pourrais dire que être femme pour Marguerite Yourcenar n'est pas une donnée, mais plutôt c'est un processus. Être femme, c'est une confluence de courants et de vibrations qui passe par un processus qui se situe entre défaire et refaire. Entre femme telle qu'elle est modélisée par la société et femme comme un idéal, comme un meilleur à atteindre. Mais ce meilleur, la femme ne pourrait pas l'atteindre sans se situer par-delà l'histoire, par-delà le temps surtout. Donc cette recherche de soi, elle prend un chemin mystique chez Marguerite Yourcenar et oblige le retour au degré zéro de l'essentialité. Ce dont une femme rêve et elle dépossède, c'est sa dimension maternelle. Mais ce n'est pas le maternel tel qu'il est défini par le social, c'est le maternel dans son envergure. C'est-à-dire comme une dimension fondatrice à l'image de la terre-mère, de la mère-terre qui collabore avec la terre et qui crée et qui abonde, comme elle disait, d'émotions, de foncière bonté qui déploient un sentiment masculin à l'intérieur d'une psychologie féminine. Et là, c'est on pourrait y retourner, c'est déjà une reconstitution de ce qu'on appelle l'androgyne. Mais ce n'est pas l'androgyne efféminé, comme nous l'avons vu avec, voilà, c'est une autre forme d'androgyne. Donc, en guise de conclusion, je pourrais retourner éventuellement dans le débat, parce que je pourrais dire que le féminin de Marguerite Yourcenar est un féminin que l'on pourrait qualifier de décentré. Un féminin dans lequel qui s'énonce sous forme d'un projet d'interdépendance auquel le masculin et le féminin sont en osmose et forment une symbiose, même dans leurs manifestations les plus contradictoires. Je vous remercie. Il y avait une partie de ce... Merci beaucoup, Rana. Donc pour cette lecture aussi dans le texte de Yourcenar, où tu as parlé de la présence de la femme qui se présente sous différentes figures, différents profils, tout comme il peut être aussi absent, mais apparemment une absence qui produit du sens. Exactement. Tu as parlé, tu t'es posé la question sur le paradoxe, et c'est un paradoxe, mais à la fin de ta communication, tu as répondu par la négative, c'est beaucoup plus une confluence, un processus. Sur le plan esthétique, l'absence est une présence, corrige-moi si je me trompe, qui dénonce une certaine façon de se représenter la femme au sens ontologique du terme, de représentations qui se nourrissent du vécu social et culturel. Merci beaucoup. On a 6-7 minutes pour le débat. Je suis désolé, on est un petit peu en retard. Donc je donne la parole à la salle. Donc, je vais essayer de regrouper les questions et puis donner la réponse par la suite, donner la parole par la suite aux collègues intervenants. Donc, il y a